Bonjour, je m'appelle Marc Divinet, je suis heureux d'être avec vous à l'occasion de cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos sur le marketing B2B, des produits et des services destinés aux entreprises et toutes formes d'organisation. Donc les 8 premières vidéos concernaient les différences entre marketing B2B et marketing B2C. La 9e concernait les études, en quoi elles sont particulières et spécifiques au marketing B2B. Et cette 10e vidéo concerne la modélisation du processus d'achat, la modélisation de la personnalité de l'acheteur et également la modélisation de la filière, puisque le marketing B2B s'intéresse énormément à l'intégration de l'entreprise à l'intérieur d'une filière. Voilà, c'est parti. Alors, quels sont les 4 modèles que nous vous proposons pour modéliser ce qui se passe sur ce terrain? Le premier modèle, c'est le modèle de filière qui va permettre de comprendre en fait qui sont les acteurs et quelles sont les relations qui existent entre ces acteurs. Le deuxième est plus classique, c'est celui de la segmentation qui consiste à regrouper, et donc on verra comment on va regrouper et pour quel objectif on va regrouper les différents clients. Le troisième modèle, c'est le modèle de processus d'achat. On va comprendre en fait quels sont les rôles, quelles sont les étapes et quels sont les acteurs à l'intérieur d'un achat très standard de la filière. Et enfin, le quatrième modèle, c'est le modèle du persona qui consiste à faire un portrait typique du décisionnaire le plus important dans un processus d'achat. Donc, première possibilité de modélisation, c'est faire un modèle de filière. Donc, on va inventorier les intervenants clés de l'écosystème, ceux qui ont un impact réel sur les résultats de l'entreprise. Et donc, on va structurer cet échelon de fournisseurs clients successifs jusqu'à l'utilisateur final. Donc, une entreprise est fournisseur d'une autre entreprise, qui est fournisseur d'une autre entreprise et qui est fournisseur soit d'un consommateur ou soit elle-même d'une entreprise qui va utiliser le produit. Troisième étape, on va identifier d'autres intervenants qui sont des influenceurs, qui ont un impact et qui font partie en fait de cette filière. Et ensuite, on va préciser les relations qui existent avec 4 ou 5 modèles de relations typiques qui existent entre ces différentes organisations. Tout cela, ça va permettre de décider principalement 2 choses. La première, c'est à qui vendre et la deuxième, c'est vers qui communiquer. Car on va communiquer vers d'autres personnes qui ne sont pas des clients. Donc, prenons un exemple d'un fabricant de microprocesseurs et de serveurs qui est en compétition avec d'autres fabricants de microprocesseurs. Il vend à des fabricants de serveurs qui eux-mêmes font faire des plans de leurs serveurs à des bureaux d'études, mais il vend également à des distributeurs de PC et de serveurs et qui eux-mêmes vendent à des entreprises. Donc on voit tous les acteurs ici sont les acteurs B2B jusqu'à l'entreprise qui est l'utilisatrice finale du serveur et des microprocesseurs qui sont sur ces serveurs. S'ajoutent des certificateurs qui vont donner l'autorisation d'utiliser un produit, qui vont certifier par exemple que le produit est sûr. Donc on voit un jeu ici. Et donc la question qu'on peut se poser ici, c'est finalement est-ce qu'il y a des fabricants qui sont en danger parce qu'ils sont court-circuités? Par exemple, les fabricants de serveurs qui achètent des microprocesseurs, est-ce qu'ils ne vont pas se faire court-circuiter par des gens qui fabriquent des microprocesseurs et des serveurs? Et finalement, est-ce qu'ils vont disparaître? On peut aussi se poser la question, si je suis un fabricant de microprocesseurs, vers qui j'ai besoin de communiquer? Et il sera nécessaire de communiquer vers les fabricants de serveurs, à qui je peux vendre, vers des distributeurs de serveurs à qui je peux vendre aussi, mais également avec des bureaux d'études qui eux-mêmes vont conseiller tel ou tel microprocesseur et avec des certificateurs qui vont me permettre de comprendre en fait dans quelle direction je dois aller, quelles sont les nouvelles normes par exemple qui existent en termes de serveurs ou de microprocesseurs. Donc on voit ici une façon de modéliser avec des relations qui sont des relations de vente, d'une part, ensuite de communication qui cherchent donc à influencer. On voit des bureaux d'études qui conseillent en fait des matériels qui sont disposés dans les serveurs, et on voit une autre relation qui est une relation
d'autorisation. Maintenant, si je prends un deuxième exemple d'un modèle de filière, prenons dans le logiciel. Donc, je peux avoir, dans un exemple, des éditeurs qui sont propriétaires de leur logiciel et puis des éditeurs qui conçoivent des logiciels libres. Ils vont vendre à des catégories de distributeurs qui peuvent être des revendeurs simples, qui ne vont pas modifier beaucoup ce logiciel, mais ils peuvent vendre aussi à des intégrateurs, assembleurs, qui vont concevoir des solutions uniques sur mesure pour établir un assemblage déterminé pour le vendre à des entreprises. Et ces entreprises, certaines vont vouloir des produits standards et pas chers, hein, par exemple achetés auprès d'un revendeur. D'autres vont vouloir des solutions un peu plus complexes avec un assemblage de plusieurs logiciels et un service d'intégration dans leur propre système informatique. Et enfin, il peut y avoir un autre type de clients. Et on voit tout de suite déjà qu'on peut faire une segmentation en fonction de ce type de besoins, qui vont être des clients qui veulent des logiciels totalement sur mesure. Et ceux-là vont peut-être faire appel à des éditeurs complètement sur mesure en concurrence avec les intégrateurs et les revendeurs, qui eux-mêmes font appel à des programmeurs. Donc, on a également des consultants qui influencent tout cet aéropage d'acteurs et des apporteurs d'affaires qui, eux, connaissent en fait des clients et qui vont donner des informations auprès d'entreprises pour dire tel client, il a un profil qui est intéressant, il a exactement le besoin qui correspond à tes produits et je te conseille d'aller les voir pour vendre tes produits. Donc, on voit ici un peu plus de types de relations, puisqu'on a de la vente, ce sont les flèches blanches. On a également de la vente sur mesure, donc on va appeler de la sous-traitance, ce sont les flèches noires. On voit des apports d'affaires avec des flèches pointillées, grands pointillés, et puis on a des consultants qui influencent avec des petits pointillés. Donc les éditeurs de solutions vont avoir intérêt à non seulement communiquer avec leurs clients, qui sont des revendeurs, des intégrateurs, etc., mais ils vont avoir aussi intérêt à communiquer auprès des consultants, parce que ces consultants influencent les décisionnaires qui achètent tel ou tel produit, et ces consultants également influencent les utilisateurs finaux. Donc là encore, on voit par cette modélisation vers qui je peux vendre, mais également vers qui je dois communiquer. Autre tableau qui est nécessaire de faire lorsqu'on fait une modélisation de filière, c'est de voir la dynamique et la valeur ajoutée que ces intervenants font. Et donc, certains intervenants sont des producteurs de produits finis, c'est ce qu'on a dans l'ovale à gauche. D'autres sont des producteurs de composants. D'autres, ce sont des loueurs qui concèdent des licences. On a également des revendeurs qui vendent des produits standards, des distributeurs à valeur ajoutée qui conçoivent des solutions et qui les installent. Et on a des plateformes multifaces qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs. Alors ça, ce sont des business models qui existent dans la nature, sachant que beaucoup d'entreprises ont plusieurs business models qui se superposent. Et donc, on regarde le chiffre d'affaires qu'ils réalisent, on regarde la marge moyenne qu'ils réalisent et la valeur ajoutée et la position qu'ils ont. Et donc, en regardant en fait où le profit se fait, quelle est en fait la valeur ajoutée qui est la plus intéressante et qui donne une position forte pour pouvoir s'orienter soi-même et faire évoluer son propre business model. Ici, par exemple, les producteurs de produits finis ont une position forte, ils sont peu nombreux, ils ont un chiffre d'affaires avec une marge importante et leur valeur ajoutée, c'est de la durabilité du produit. Et les distributeurs à valeur ajoutée ont également une position forte, ils sont moins nombreux que les revendeurs, mais ils ont une capacité d'intégration qui intéresse beaucoup les clients. Ce qui fait qu'il y a des mouvements dans une filière avec, par exemple, des fabricants de composants qui vont vouloir être producteurs de produits finis pour augmenter leur valeur ajoutée, ou bien des revendeurs qui vont vouloir devenir également distributeurs à valeur ajoutée, qui changent de métier ou qui ajoutent un métier à leur métier d'origine. Autre critère qui va permettre de modéliser, autre activité de modélisation, c'est la segmentation. Donc, la segmentation, ça sert à quoi? Et en fait, on peut avoir envie de segmenter avec des critères qui sont différents, qui permettent de regrouper
les clients aient une vision différente en fonction de décisions différentes que l'on veut avoir. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de segmenter pour un même marché. En fonction de ce qu'on a envie de faire, on va pouvoir avoir des lectures différentes du marché. Donc, le premier critère qu'on peut par exemple se donner, c'est un critère d'usage. Si par exemple, j'ai un critère sur l'usage du produit, est-ce que c'est par exemple une machine que j'ai vendue et j'ai un très fort usage et j'ai une catégorie d'usage plus réduit, ça va me permettre de déterminer en fait des gammes, puisqu'effectivement, une gamme qui a un usage très réduit ne va pas être la même, elle ne va pas avoir les mêmes caractéristiques de durabilité, de qualité, qu'une une machine qui aura un usage 24 heures sur 24, par exemple. Autre critère classique, c'est le niveau de service qui est exigé par le client. Et donc, ce niveau de service, comme il est souvent réalisé par la distribution, ce sont souvent les distributeurs qui réalisent le service plutôt que les fabricants, eh bien, ça va me permettre en fait, de prendre des décisions sur le type de distribution qui va être adapté pour tel client qui ont besoin de service et tel autre qui n'ont pas besoin de service. Et effectivement, on a des clients qui voudront, par exemple, des logiciels standards et qui vont se débrouiller tout seuls pour l'installer. Et puis, il y en a d'autres qui vont vouloir avoir un accompagnement, une formation, une configuration, etc. Un autre critère classique, c'est le type de média que le client souhaite. Alors, ça paraît un critère secondaire, mais néanmoins, si on a un client qui veut, lui, avoir des relations téléphoniques et qui n'a pas les moyens ou qui ne cherche pas à acheter par Internet directement sur le site web d'un fournisseur, eh bien, il va falloir pouvoir le traiter dans de bonnes conditions. Et donc, le choix de médias, les préférences des clients sont aussi souvent un critère qui va permettre de déterminer des parcours clients qui ne sont pas les mêmes, qui vont être adaptés à un autre type de segmentation. Inversement, je peux aussi avoir une entreprise qui n'achète qu'à distance et qui, en fait, n'a pas de visiteurs, n'a pas de vendeurs. Une entreprise qui n'a pas de vendeurs, elle va avoir des critères de segmentation qui vont éliminer les clients qui cherchent absolument à avoir des vendeurs. Enfin, un autre critère qui est plus mûr, qui permet d'être réalisé seulement après un certain nombre de clients et d'affaires réalisées, c'est le critère de profitabilité, effectivement. Parce qu'on fait un ciblage d'origine avec des critères de base, mais quand on commence à avoir beaucoup de clients, on va pouvoir revenir sur cette visibilité des clients et étudier ceux qui sont les plus profitables. Par exemple, on peut se rendre compte que j'ai fait un critère de segmentation qui était par la taille, et puis, quand je regarde au niveau de la profitabilité, je me rends compte que ce critère taille, modulé avec un critère d'usage, intensif ou moins intensif, donc un grand client avec un usage plus ou moins intensif du produit, va me permettre d'affiner et de voir en fait si j'ai plutôt intérêt à cibler tel type de client plutôt que tel autre type de client et de les attribuer à la force commerciale. Donc, prenons d'autres exemples. On a le critère de base qui est la taille, le lieu et le secteur. Ce sont trois critères qui fonctionnent toujours, mais on pourra rajouter d'autres critères. Par exemple, le critère de mode d'achat par Internet ou en face à face. Le critère de volume d'achat, un grand volume, un petit volume. Donc, on fait des grosses affaires, on fait des affaires plus petites. Un critère d'usage intensif, irrégulier. Un critère de personnalisation, aucune personnalisation demandée, beaucoup de sur-mesure. Un critère de fréquence d'achat, fréquence mensuelle, fréquence annuelle ou fréquence plus rare, ou fréquence complexité d'achat, avec un achat simple, un seul acheteur, une procédure très rapide, ou au contraire, un achat complexe avec plusieurs rendez-vous, plusieurs personnes à convaincre, beaucoup de documents, des tests, etc. Donc, on va, en fonction de ce qu'on veut faire, on va déterminer les critères qui nous paraissent les plus pertinents. Donc, très simplement, on détermine l'objectif, on choisit les critères de regroupement, on les applique et on va identifier ces groupes, ces segments avec un maximum de caractéristiques pour bien les percevoir. Et on va donc pouvoir exploiter ensuite, effectivement, et prendre des décisions, que ce soit du ciblage, de nature de produit, etc. En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on démarre par des critères connus, simples. Effectivement, pour telle entreprise, la taille est facile à trouver, les bases de données me le donnent, son secteur également, son lieu. Et au fur et à mesure que j'apprends, je vais rajouter d'autres critères. Et je vais rajouter par exemple un critère de personnalisation qui est exigé par les clients. Et si je me rends compte que dans ma base de données, j'ai 25% des clients qui demandent beaucoup de personnalisation,
Je vais multiplier par 2 mes segments. Au lieu d'en avoir 4, je passe à 8 segments, ceux qui demandent beaucoup ou ceux qui en demandent peu. Et après, je vais encore affiner vers qui j'ai envie de vendre et quels produits, quels services seront nécessaires. Nouveau type de modèle qui est intéressant de faire, c'est un modèle de processus d'achat. Le modèle de processus d'achat va permettre de créer en fait des outils qui vont être donnés aux vendeurs, des informations qui leur seront utiles et qui seront également déposées dans les médias, dans le site web, et qui vont permettre de faire des formations commerciales beaucoup plus fines que si on n'a pas une bonne analyse du processus d'achat. Et donc, pour le faire, c'est intéressant d'interroger la force de vente et également d'accompagner la force de vente. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle de processus d'achat? En fait, on va d'abord faire un inventaire des intervenants dans le processus d'achat. Donc, qui agit, qui contribue dans un achat caractéristique de produit ou de service. On va donc faire cet inventaire. On va regarder également quelle est la situation du processus d'achat. Est-ce que c'est un achat de premier achat, c'est la première fois que le client l'achète? Est-ce que c'est un renouvellement d'un produit qu'on avait déjà vendu avant? Est-ce que c'est une vente additionnelle à des produits que j'avais également vendus mais qui sont différents? Et enfin, est-ce que c'est un renouvellement ou un réassort du produit qui a déjà été vendu mais par la concurrence? On va regarder également si l'achat est critique, c'est très important, savoir s'il a une importance grande sur les résultats de l'entreprise ou si c'est un achat anecdotique. Et on regarde si cet achat est centralisé, avec une seule personne pour toute l'entreprise, ou décentralisé. Chaque personne, chaque service, chaque filiale peut acheter le produit qu'elle souhaite. Ou bien est-ce qu'on fait un référencement, c'est-à-dire quelqu'un qui est centralisé, qui fait une négociation et un choix de produit, et qui ensuite va laisser le choix à des filiales, par exemple, d'acheter, mais à l'intérieur d'un bouquet de fournisseurs plus simple, avec des produits déjà négociés. Donc, première façon de modéliser, c'est avec en fait l'identification des membres du centre d'achat. Et là, dans cet exemple, qui est l'achat d'un logiciel de conception assistée par ordinateur, on a un directeur des achats qui intervient, on a un directeur R&D, on a un responsable informatique, IT, on a un directeur général et on a un consultant. Voilà un exemple où il y a 5 personnes qui sont intervenues. Et donc, ces 5 personnes vont avoir des rôles. Ils ne sont pas les mêmes. On a un premier rôle d'initiateur, c'est celui qui dit, tiens, on aurait peut-être intérêt à acheter un tel produit. Et là, dans notre cas, c'est le directeur recherche et développement. On a une personne qui est responsable de la procédure d'achat, et c'est le directeur des achats, c'est toujours un membre du service des achats. Une personne qui est négociation, un négociateur, il y a toujours une personne dans le service des achats qui s'en occupe, mais il peut y avoir d'autres personnes, et dans notre cas, on a le responsable informatique qui s'est impliqué dans la négociation. On a également des utilisateurs du produit. Dans notre cas, c'est effectivement le directeur R&D, toute son équipe, et le directeur IT. Et on a des influenceurs qui viennent agir sur ce processus d'achat sans prendre de pouvoir de décision. C'est le cas du responsable informatique et c'est le cas d'un consultant à qui on a fait appel pour aider à comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ces logiciels de conception assistée par ordinateur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans, qui sont les fournisseurs, etc. Et enfin, on a des décisionnaires, le responsable R&D et le directeur général qui s'implique, lui, juste à la fin du processus pour prendre une décision positive ou négative. Et donc, on voit que ces personnes n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes critères, ça sera plutôt un critère prix pour la direction des achats et ça sera plutôt un critère performance en R&D ou pour le directeur général, un critère de transformation de l'entreprise, est-ce que ça peut faire évoluer l'entreprise dans quelle direction, hein. Et enfin, ils ont des besoins d'information qui ne sont pas les mêmes, hein. Le directeur des achats, il veut se rassurer sur le choix de l'entreprise par des références, alors que le consultant ou bien le directeur R&D, eux, ils vont vouloir des spécifications précises. Donc, ce premier tableau indique les rôles. Et le deuxième tableau qui modélise le processus d'achat, c'est un tableau, en fait, des étapes. Et donc, on a les mêmes personnes qui sont les responsables du centre d'achat, mais on a des étapes qui sont particulières en fonction des clients.
Et donc, dans ce cas précis, pour un client et pour un type d'achat de logiciel, il y avait d'abord une première étape qui était l'identification des besoins, l'écriture des spécifications. Il y avait également la création d'un document qui s'appelle le RFI, le Request for Information, qui en fait cherche à établir un appel, c'est un appel d'offres. Il dit voilà, nous avons l'intention d'acheter ce type de logiciel, est-ce que vous voulez être candidat? À partir de là, il y a une liste courte qui est créée, et on voit ici que la liste courte a été créée par le directeur des achats, le responsable informatique et l'aide du consultant. Vous voyez, il est intervenu pour rédiger cet appel d'offres, lancer cet appel d'offres et créer une petite liste courte sur laquelle on va s'appuyer pour pouvoir faire son choix. Puis, il y a un deuxième document qui est le RFP, qui est un document qui est Request for Proposal. Là, on va demander un devis avec un document spécifique. On veut avoir des informations précises sur tous les aspects contractuels et les aspects de prix. Là encore, le directeur des achats a demandé l'assistance du consultant pour l'aider à faire ce document, qui ensuite a été, pour la suite, il y a eu une négociation avec ses fournisseurs. Il y a eu une sélection de quelques fournisseurs, souvent un seul et parfois deux seulement, à partir de cette liste courte, et à partir des prix et des clauses, pour ensuite faire un test, dans ce cas précis. Ce test a été réalisé par le directeur recherche et développement et le responsable informatique. Puis enfin, il y a eu un choix qui a été fait par une réunion assez large, dans laquelle tout le monde a été présent, les 5 personnes, et il y a une évaluation qui est faite après un certain usage. L'évaluation étant une activité qui fait partie du processus d'achat. Donc voilà, en fait, ce deuxième tableau qui répète, en fait, le même membre du centre d'achat, mais au lieu d'expliquer les rôles, il identifie les étapes, et cette compréhension-là va aider le marketing et les ventes à aider comment on va modéliser après le processus de vente. Donc on voit dans cette étape-là que le consultant a un rôle particulièrement important. Il est venu apporter son expertise et il a accompagné ce processus d'achat. Par contre, ce qui est aussi intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'il y a eu une sélection et qu'il y a eu un test. Et donc, on a voulu sécuriser l'achat par l'intermédiaire d'un test qu'on appelle un POC, Proof of Concept. Et ce résultat de test va être probablement l'information la plus importante. Et enfin, dernière façon de modéliser un processus, c'est en fait l'identification du décideur. Et comment on va essayer de faire un portrait qu'on appelle un persona, qui est aussi utilisé en B2C. C'est un portrait type de la personne la plus importante dans un processus de décision. Donc, quand on a identifié, peut-être que dans notre cas, ça sera l'acheteur, il est très important, il a un impact très important, puisqu'il est partout. Hein. Ça peut être également un consultant, ça peut être le directeur R&D, dans notre cas, peut-être plus probablement, et on va essayer de bien comprendre, en fait, qui est cette personne par un certain nombre de critères. On a 7 critères. Hein. Un critère, le premier critère qui est socio-démographique, qui essaie de comprendre en fait quel est son profil. Est-ce que c'est plutôt des gens âgés? Est-ce que c'est plutôt des gens qui ont une culture scientifique? Est-ce que c'est plutôt des ingénieurs? Quelles sont leurs passions? Hein? Comment ils s'impliquent? Hein? Ensuite, on a un deuxième critère qui sont en fait ses soucis, ses challenges, ses satisfactions. Par exemple, eh bien, il a des frustrations, il perd trop de temps à faire quelque chose, il a des difficultés quotidiennes, et par contre, il y a des réalisations qui lui plaisent. Et donc ça, c'est avoir une vision plus large que simplement ma solution, mon produit pour une affaire. On a une vision plus large de cette personne. On peut regarder également quels sont ses processus habituels. Ils ont souvent des méthodes qui reviennent. Hein, ils sont attachés, par exemple, à avoir des appels d'offres ou ne pas en avoir, à passer par des plateformes ou ne pas passer par des plateformes, de faire du gré à gré ou pas, etc. Donc, ils ont des habitudes et c'est important de savoir quelles sont les habitudes dans ce type de métier, dans cette filière. Quels sont les médias qu'ils utilisent? Est-ce que ce sont des personnes qui vont souvent consulter des médias? Est-ce qu'ils ont une presse particulière, spécialisée? Est-ce qu'ils ont des salons où ils se retrouvent? Quel est son style d'achat? Est-ce que c'est plutôt un achat au prix? On veut avoir le prix plus faible. Est-ce que c'est un achat à la proximité? On va avoir quelqu'un avec qui on a une relation très fréquente et très proche.
ou est-ce que c'est un achat, au contraire, à la valeur ajoutée, où on veut acquérir des nouvelles technologies? Donc, on a un style d'achat avec un niveau de cordialité, au contraire, de frottis, dans lequel on va se battre les uns contre les autres. Est-ce qu'il a des informations qu'il va chercher régulièrement? Est-ce qu'il télécharge des livres blancs, des comparateurs, des guides d'achat? Est-ce qu'il fait des mesures? Par exemple, il va mesurer son coût total d'acquisition, son total cost of ownership. Est-ce qu'il mesure un ROI de l'achat, etc. Et enfin, est-ce qu'il a des marques qu'il achète? Est-ce qu'il est familier avec certaines marques qui ne sont pas forcément dans mon business, mais si je sais qu'il va plutôt acheter des services à IBM ou bien plutôt à un petit consultant de quartier, ce n'est pas la même chose. S'il achète des produits de telle marque, de tel distributeur international ou bien local, etc., ça va me donner un indicateur très intéressant sur la façon dont cette personne-là envisage son métier, son entreprise, ses stratégies, ses priorités, etc. Donc, c'était le dernier modèle. Donc, on voit 4 modèles. Un modèle de filière, un modèle de processus d'achat, un modèle de persona et un modèle de segmentation. Chacun a des visions tout à fait complémentaires. Et lorsqu'on a cette vision précise 4 fois, avec au niveau macroéconomique, l'ensemble de la filière, au niveau microéconomique, une personne qui agit de telle ou telle façon, on a la possibilité de faire des décisions qui sont plus fines, qui sont plus intéressantes. Donc, pour terminer, je vous propose une activité, comme je le fais dans cette vidéo. La première, c'est de choisir une filière que vous connaissez assez bien, et vous essayez de construire son modèle. Vous faites le graphique avec les acteurs et les relations. On a vu 5 ou 6 types de relations qui peuvent exister. Puis, vous choisissez des critères avec un objectif de segmentation et vous segmentez ce marché en disant, tiens, il y a tel groupe de clients, etc. Donc, plutôt les clients finaux, mais ça peut être aussi des clients d'un niveau au-dessus. Et enfin, vous allez modéliser un achat dans cette filière avec qui, à votre avis, intervient dans l'achat, quels sont leurs rôles, quelles sont les étapes de ces personnes-là, et enfin, quelle est la personne la plus importante et quel est le persona que je peux décrire par les 7 critères que je vous ai indiqués. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures en marketing B2B, bien sûr.